à le maintenir indéfiniment entre espoir et désespoir, l'essence même de la séduction. Le pouvoir de ces femmes n'était pas physique mais psychologique. Il était fondé non sur la force, mais sur la ruse. Ces premières grandes séductrices avaient une stratégie, telle des chefs de guerre capables de planifier la destruction de l'ennemi. De fait, les antiques récits de ces manœuvres séductrices évoquent des batailles, un art de la guerre au féminin. Cléopâtre s'en servit pour consolider son empire. Séductrice, la femme cessait d'être un objet passif de désir, elle devenait un sujet activement engagé dans la conquête du pouvoir. À de rares exceptions près, quelques poètes de l'Antiquité, dont Ovide, les troubadours du Moyen-Âge, les hommes de jadis ne se souciaient guère de l'art frivole de la séduction. Le XVIIe siècle, cependant, marque un tournant. Les hommes commencent à s'y intéresser dans le but de surmonter la résistance des jeunes femmes. Les premiers grands séducteurs de l'histoire, notamment le duc de Lauzun et les Espagnols qui ont inspiré le mythe de Don Juan, adoptèrent alors des méthodes qui étaient traditionnellement celles des femmes. Ils apprirent à travailler leur physique, d'ailleurs souvent androgyne, pour stimuler l'imagination. Ils se mirent à la coquetterie. Ils ajoutèrent en outre un élément nouveau, masculin dans ce jeu, le langage. Ils avaient découvert que la femme est sensible aux mots doux. Cette double forme de séduction, l'une féminine usant de l'apparence physique, l'autre, masculine, du langage, passait d'un sexe à l'autre. Casanova éblouissait les femmes par ses tenues vestimentaires, Ninon de L'Enclos charmait les hommes par son verbe. Dès que les hommes eurent mis au point leur stratégie séductrice, certains s'en emparèrent pour servir leurs ambitions. En Europe, le système féodal avait vieilli. À la cour, il fallait jouer des coudes et non plus soumettre par la force. Les courtisans apprirent à gagner du pouvoir sur leurs maîtres et leurs rivaux en les charmant grâce à l'action psychologique, à un parler suave et même à un brin de coquetterie. La culture, peu à peu, se démocratisa. Acteurs, dandys et artistes déployèrent eux aussi les tactiques de la séduction pour conquérir certains auditoires et certains milieux. Au XIXe siècle, on assiste à un nouveau virage. Des hommes politiques tels que Napoléon pratiquent consciemment la séduction à grande échelle. Ils exploitent les ressources de l'art oratoire, mais maîtrisent également des stratégies jadis féminines. Grands spectacles, mise en scène et culte de la personnalité. Tous ces éléments sont l'essence même du charisme, et cela n'a pas changé. En séduisant les masses, ces hommes acquirent ainsi un immense pouvoir sans coup férir. Nous avons à présent atteint le stade ultime de cette évolution. Aujourd'hui, plus que jamais, l'usage de la brutalité est à éviter. Dans toutes les sphères de la société, il s'agit de plus en plus de convaincre sans offenser ni contraindre. On observe partout telle ou telle forme de séduction, mêlant des méthodes masculines et féminines. La publicité, par exemple, est une technique subliminale de domination. Pour modifier l'opinion des gens, ce qui est à la base même de la séduction, il faut agir de façon subtile. De nos jours, sans séduction, nulle campagne politique ne saurait non plus réussir. Depuis Kennedy, les hommes politiques doivent faire preuve d'un minimum de charisme, polariser par leur présence l'attention de l'auditoire. C'est la moitié de la bataille. Enfin, le monde du cinéma et des médias en général crée une galaxie de stars. Le monde contemporain est saturé d'images séductrices. Et à l'échelle près, la recette n'a pas changé. Ne jamais agir de façon directe ou contraignante. Utiliser le plaisir comme appât. Jouer avec les sentiments des autres, éveiller le désir et jeter la confusion, afin de conduire à une capitulation psychologique. Dans la séduction telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, les méthodes de Cléopâtre sont toujours valables. Sans cesse, on cherche à nous influencer, à nous dicter notre conduite, et obstinément nous résistons à cet effort de persuasion. Il n'y a qu'une seule exception, quand nous sommes amoureux. Nous succombons alors à une sorte de charme. Notre esprit, d'ordinaire exclusivement préoccupé par nos propres intérêts, se laisse envahir par la pensée de l'être aimé. Nous devenons irrationnels, nous perdons tout sang-froid et faisons des bêtises que...